Bonjour à tous, Mathias Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, on va parler du pétrole, du cacao, du platine et du gaz naturel. Si ces émissions vous plaisent, n'hésitez pas à liker la vidéo dès maintenant. Vous allez voir, ça va être une super vidéo. Alors, on va commencer par le pétrole, où je l'ai appelé toujours plus de production. On a une histoire d'oléoduc, on a une histoire d'OPEP+, vous allez voir. L'Irak a en effet accepté d'autoriser le transport de pétrole à travers la région du Kurdistan, avec une production estimée de 230 000 à 250 000 barils par jour via un oléoduc vers la Turquie. Ce sera supervisé par le ministère irakien du pétrole. La Turquie a indiqué que cet accord expirera en 2026, alors qu'auparavant, il y avait jusqu'à 500 000 barils par jour qui transitaient vers la Turquie. Par contre, via cet oléoduc, il n'y en avait pas eu depuis les 2 dernières années. Une augmentation des exportations irakiennes pourrait susciter une réaction de l'Arabie Saoudite qui pourrait être soucieuse de conserver sa part de marché. L'OPEP+ prévoit une nouvelle augmentation de sa production de 550 000 barils par jour en septembre, ce qui devrait mettre fin aux réductions volontaires de 2,2 millions de barils par jour mises en place depuis avril. Ces augmentations de production de l'OPEP+ devraient prendre fin à partir d'octobre. Donc comme ça va paraître une grosse news plutôt baissière pour le pétrole, mais n'oubliez pas que parfois l'OPEP+ dit quelque chose et finalement ne produit pas autant que ce qu'ils disent, etc. Donc ce n'est peut-être pas aussi baissier que cela paraît. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'offre, elle, reste excédentaire sur le marché malgré la forte demande actuelle, ce qui maintient les prix à un niveau relativement élevé. L'Agence internationale de l'énergie rajoute que l'excédent de l'offre s'élèvera en moyenne à 1 million de barils par jour d'ici la fin de l'année, ce qui est plutôt une pression baissière. Au niveau de la saisonnalité des stocks, on a donc ici le plus haut à 5 ans, ici la moyenne à 5 ans et ici le plus bas à 5 ans. Ici l'année 2024 et ici notre année 2025. Et je vous ai rappelé pendant longtemps, les stocks sont faibles, on est sous la moyenne à 5 ans, on est sous l'année 2024. Et bien maintenant, on n'est pas seulement comme ça, on est sous le plus faible des 5 dernières années. Donc on a des stocks qui sont vraiment faibles. Mais si on regarde la saisonnalité des stocks, on a plutôt tendance à penser que là, les stocks devraient baisser déjà depuis plusieurs mois, alors que finalement, on s'est stabilisé au niveau actuel. Et donc ça, c'est parce que en fait, on a une offre qui est excédentaire et qui persiste sur le marché. Donc peut-être que ça ne va pas être aussi pire que ce qu'on pensait, mais c'est à voir plus en détail dans le futur. Au niveau du conflit russo-ukrainien, l'Union européenne a approuvé de nouvelles sanctions contre la Russie et inclut l'interdiction d'accès au système SWIFT pour une vingtaine d'institutions financières et des sanctions contre de nouveaux navires de ce qu'on appelle la flotte fantôme. Ces sanctions comprennent la baisse du prix plafond du pétrole brut russe à 47,60 $ contre 60 $ actuellement. On va finir le pétrole avec un indicateur que j'aime beaucoup qui est le crack spread. Donc le crack spread, c'est quoi? C'est un indicateur du marché pétrolier qui mesure la différence entre le prix du pétrole brut et celui des produits raffinés obtenus à partir de ce pétrole brut, et il reflète la rentabilité des raffineries. Un spread élevé signifie que les marges de raffinage sont importantes et un spread faible indique une rentabilité plus faible. Donc si on a un crack spread en hausse, c'est souvent un facteur haussier pour le pétrole car il incite les raffineries à augmenter leur demande de brut, ce qui peut faire monter les prix du pétrole. Et donc sur ce graphique, on voit ici le prix du pétrole et en bleu en pointillé le crack spread. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a un crack spread en hausse, même plutôt en forte hausse, donc ce qui est plutôt positif pour les prix du pétrole et ce qui est plutôt une pression haussière pour les prix. On va maintenant continuer avec le cacao
on a une demande qui est en baisse, voire même en forte baisse, et qui a, dans ces dernières semaines, engendré une très forte baisse, une chute des prix, même s'il y a une légère reprise, on va voir ça maintenant. On a donc des données relatives à la demande en Europe, en Asie et en Amérique du Nord qui ont montré une nette baisse au deuxième trimestre de cette année. Nette baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire 16,3% de moins de demandes en Asie. C'est massif et c'est le niveau le plus bas depuis 2017. La baisse de la demande, vous l'avez deviné, elle vient de prix qui ont été excessivement élevés et qui ont dissuadé les transformateurs. Vous le savez, on a eu un cacao, je crois, jusqu'à 12 000 $ la tonne, ça a été énorme. Les consommateurs ont donc logiquement réduit leurs achats de produits chocolatés, et donc c'est ce qu'on a vu dans les résultats et les prévisions de grandes entreprises comme Barry Callebaut, Nestlé et Lindt. Les prix ont donc fini par baisser. Ils ont atteint un plus bas depuis 2024, depuis novembre 2024. Donc on est arrivé vers 7700, 7800 $ la tonne. Mais ils ont déjà repris, ils ont refranchi les 8000 $ la tonne. Au niveau de la météo, en Afrique, les conditions restent favorables au cacaoyer, ce qui est plutôt de bon augure pour la saison 2025-2026 qui débutera en octobre. Et le temps est très clément en Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de cacao au monde, et légèrement moins favorable au Ghana et au Cameroun. Les livraisons de cacao aux ports ivoiriens pour la saison en cours s'élèvent à 1,74 million de tonnes, ce qui est 0,10 million de tonnes plus élevé que l'année dernière à la même période. Au niveau du graphique, que nous dit la saisonnalité des prix du cacao? Eh bien, en rouge, ici, on a l'année dernière, et ici, en noir, on a la moyenne à 5 ans, et ici, la moyenne à 10 ans, et ici, en vert, on a cette année. Donc, ce qu'on voit, c'est que d'habitude, en moyenne plutôt au niveau de la saisonnalité, le cacao a tendance à faire de très bonnes performances annuelles. Mais cette année, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas du tout. On a une année 2025 qui est très mauvaise. Donc on est sous le 1er janvier, ce qui n'était jamais arrivé à cette période-là, ou en tout cas c'était extrêmement rare. Cela dit, il convient de noter que l'année dernière, les prix ont commencé à monter en août et en septembre, donc tout n'est pas perdu. Et même quand on regarde la saisonnalité à 5 et 10 ans, on voit que c'est à peu près à cette période qu'on a une grosse hausse. Cela dit, n'oubliez pas, les performances passées ne présument pas des performances futures, et ce n'est pas parce que le cacao a fait quelque chose de manière relativement régulière les dernières années que le cacao fera la même chose cette année. Maintenant, on va parler du platine, qui a été le métal le plus performant, et pas qu'un peu. C'est ce qu'on voit sur ce graphique, donc on voit les performances de toutes les commodities un petit peu, Donc vous voyez, le cacao il est ici à moins 33%, vraiment une mauvaise année. L'or est ici à 27%, le silver à plus 30% depuis le début de l'année, et le platine est de loin l'actif le plus performant de l'année. Alors pourquoi? Eh bien on va voir ça tout de suite. On a eu tout d'abord un marché du platine qui a connu un déficit important ces dernières années et qui a entraîné un manque d'investissement dans de nouvelles mines. Et le platine est un métal qui est facilement récupérable. La hausse des prix pourrait donc encourager des efforts de recyclage plus importants. La hausse des prix, elle vient d'où? Elle vient principalement du fait qu'on a une forte augmentation de la demande, et surtout de la demande en bijoux. Le platine est considéré en Chine comme l'or des moins fortunés, un petit peu l'or bon marché, et il y a une très forte augmentation de la demande en platine chinoise ces derniers mois, ces dernières années. Les prévisions du WPIC indiquent un recul de la demande d'investissement en 2025 après une forte croissance en 2024. C'est ce qu'on va voir juste dans la slide d'après. On va juste finir sur cette slide. Comme ça, on voit un petit peu le déficit prévu par le WPIC. C'est ce qu'on voit ici. Donc, si ces histogrammes en bâton sont positifs, donc on a plus d'offres que de demandes, et ici on a plus de demandes que d'offres, donc on a un déficit. Donc on voit, c'est que le déficit a commencé en 2023 et il est prévu jusqu'en 2028. C'est long. Au niveau des investissements, qu'est-ce qu'on a? On a une nette baisse
des quantités de platine détenues dans les ETF qui a été observée, possiblement liées à des prises de bénéfices de la part de certains investisseurs. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc en bleu, on voit le prix du platine et en rouge, pardon, pas en rouge, en blanc, les quantités détenues par les ETF est suffisamment rare pour être constaté. On voit que c'est inversement corrélé. Normalement, quand les ETF achètent du platine, ça fait monter les prix, donc c'est plutôt corrélé positivement, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, les ETF sur le platine sont très peu développés par rapport à ceux sur l'or ou l'argent, ce qui peut expliquer une partie de cette décorrélation. Et surtout, le coût d'acquisition moyen du platine dans les ETF était estimé à 1100 $ l'once en 2024 et début 2025. Or là, le platine cote à 1400-1450 $ sur les ETF. Et donc le fait qu'on soit allé vraiment très au-delà de ces 1100 $, ça pourrait avoir incité les investisseurs à se retirer face à ce marché incertain et donc à prendre leurs bénéfices. De plus, les ETF pourraient être vus un peu comme une source d'approvisionnement sur le marché et de nombreux investisseurs les considèrent comme tels, donc comme une source d'approvisionnement et non pas comme un moyen de réaliser des profits, et cela en raison du déficit mondial persistant depuis des années. On va finir avec le gaz naturel où on a des prix qui sont toujours sous pression. La semaine dernière, j'avais titré gaz naturel, les prix restent sous pression. Maintenant, c'est les prix toujours sous pression. On a beaucoup de mal. Les prix du gaz naturel sont restés sous pression depuis le début de la 4e semaine de juillet en raison de la stabilité des livraisons vers les installations de stockage, et ce malgré des conditions météorologiques qui auraient normalement dû entraîner une hausse de la demande. Les prix ont déjà baissé de près de 10% par rapport au pic de la semaine dernière. Alors, il y a écrit la séance d'aujourd'hui, en réalité celle de mardi, c'est une petite coquille. Donc la séance de mardi a été marquée par le rollover, donc le roulement des contrats à terme, et la saisonnalité suggère une tendance plutôt haussière pour le gaz naturel, même si un creux local autour des 27 et 28 juillet ne peut être exclu. Alors, au niveau de la saisonnalité, on en parlait, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que ici, ici c'est le plus haut de 5 ans, ici, c'est la moyenne à long terme, la moyenne à moyen terme et la moyenne à 10 ans, c'est ces trois moyennes. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est donc en vert le prix du gaz naturel, excusez-moi, c'est que la saisonnalité indique, quelle que soit la saisonnalité qu'on prend, une tendance à la hausse pour les semaines à venir. Donc c'est plutôt un catalyseur haussier pour les gaz naturels. Cela dit, n'oubliez pas que les performances passées ne présument pas des performances futures et que ce n'est pas parce que les saisonnalités nous disent quelque chose qu'il va forcément y avoir la même chose cette année. La semaine dernière, la production américaine de gaz a atteint son plus haut niveau historique. La demande de gaz, elle est revenue à sa moyenne sur 5 ans, donc c'est plutôt une pression baissière pour les prix. Les inquiétudes concernant le réapprovisionnement des stocks en Europe se sont apaisées suite à la réorientation de certaines livraisons en provenance d'Asie, ce qui a été rendu possible par la demande limitée sur les marchés asiatiques. Alors cette production, elle en est où? On a une production de gaz naturel qui a atteint de nouveaux records historiques, c'est ce qu'on voit ici. De plus, depuis le début de l'année, nous avons observé une nette augmentation du nombre d'appareils de forage. L'année a commencé ici, elle en est à 117 alors qu'on était quasiment à 100, ce qui pourrait indiquer une poursuite de la hausse de la production ou le maintien des niveaux à des niveaux supérieurs à 100 milliards de barils de pieds cubes par jour, excusez-moi. Comme Donald Trump le dit, drill baby drill. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.